Donc, l'autre versant, je présente pour ceux qui connaissent pas, c'est un espace pluridisciplinaire avec 9 thérapeutes, 3 cabinets, comme vous avez pu le voir, et donc à disposition psychologue, conseillère conjugale, ostéopathe, coach en développement personnel, naturopathe, masseuse, énergéticienne, et puis coach mental. Voilà pour la présentation du lieu. Maintenant, je vais me présenter moi, parce que souvent j'oublie de me présenter. Et là, c'est important, parce que je vais vous parler ce soir, non pas de... je vais pas vous expliquer comment est-ce que... Enfin, ce que vous devez faire, vous, spécifiquement, pour calmer votre système quand vous êtes en stress ou quand vous êtes face à de fortes angoisses, quand vous vivez de fortes angoisses, parce que c'est propre à chacun. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que je fonctionne, moi. Et c'est important pour ça de connaître peut-être un peu mon parcours, ma façon d'être, de travailler, de voir mon approche de la vie d'une manière générale. Donc je suis multifacette, hein, comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire que je suis un père de famille avec une petite fille qui a bientôt 6 ans. Je suis sportif, j'étais en sport-études pendant 8 ans en ski nautique. Et je continue à avoir cette fibre, on va dire. J'aime la compétition, j'aime me dépasser. Donc ça fait vraiment partie intégrante de ma personnalité et de ma vie. Je suis également topeur événementiel. C'est un métier qui est très challengeant. J'imagine que vous ne connaissez pas ce qu'on fait au topage. Non. Donc en fait, on est le chef d'orchestre sur un spectacle, sur un show. Sur la partie technique, c'est-à-dire je suis en régie au casque et je donne les ordres au son, à la lumière, à la vidéo, aux intervenants sur scène, à la régie plateau, etc. Je viens orchestrer, en fait, j'ai un conducteur minuté et l'idée c'est que ce soit le spectacle, le show, la plénière, la conférence soit fluide aux yeux des participants. Donc ça veut dire que c'est vraiment millimétré, c'est à la seconde près, parce que si on envoie une vidéo 3 secondes trop tard, en fait ça se voit. Donc je suis garant du bon déroulé du show. Et j'aime ça parce que parce qu'il y a de la pression. Je crois que j'aime bien l'enjeu quand même. Et puis je suis coach mental ici. Alors je travaille en visio à distance avec des gens qui peuvent être à l'étranger ou en province ou à Paris. Et je travaille particulièrement avec des sportifs et des entrepreneurs pour les aider justement à dépasser leur blocage, tout simplement, et à réaliser leurs objectifs. En parlant donc d'objectifs, moi je me challenge énormément. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se challenger, mais en tout cas, je me suis tellement challengé qu'aujourd'hui je suis en capacité de pouvoir aider les autres à dépasser leurs propres difficultés et à tenir en fait leur direction interne lorsqu'ils ont envie de réaliser quelque chose, plutôt que d'abandonner ou de sombrer dans le doute et finalement de regretter de ne pas avoir été jusqu'au bout de leurs souhaits. Je vais vous donner quelques-uns des challenges que je me suis mis, hein, tout seul comme un grand. Donc déjà, pas mal d'années de compétition avec des championnats régionaux, des championnats de France, des championnats d'Europe, et en 2018, des championnats du monde, en ski nautique toujours. J'étais senior, hein, donc faut relativiser, hein, j'étais pas non plus, je fais pas partie de l'élite mondiale, loin de là, mais en tout cas, j'ai obtenu les résultats que je souhaitais obtenir. Et pour ça, il a fallu que je dépasse ma condition mentale de lorsque j'étais jeune, en fait, pour ne pas reproduire en fait les biais que j'avais vécu, parce que j'ai vécu des réussites, mais aussi beaucoup de contre-performances. Donc j'ai appris à gérer cet échec et puis à gérer la pression de se dire 15 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe si à nouveau je me plante, quoi. Et je sais que tout le monde est face à ça quand il cherche à relever un défi. J'ai changé de carrière plusieurs fois, donc plusieurs métiers. Avant, j'étais enseignant dans le ski nautique et dans le wakeboard, et pisteur secouriste l'hiver. J'ai toujours eu deux métiers,
j'ai arrêté l'enseignement et la gestion d'écoles de ski et de wakeboard pour travailler dans l'événementiel. Et ensuite, j'ai arrêté le pisteur pour devenir coach mental. Donc à chaque fois, c'est des formations. À chaque fois, je repars de zéro. Je suis un élève. Et donc, je dois réapprendre, retrouver la juste posture qui va me permettre d'être confiant et qui va me permettre de pouvoir apprendre, développer des compétences et les mettre en œuvre. Donc ça, j'ai vécu plusieurs fois. Des challenges aussi financiers. Il y a 2 ans, je faisais de la régie événementielle. Donc j'avais un gros réseau, c'était 70% de mon chiffre d'affaires. Il y a 2 ans, j'ai arrêté, j'ai dit stop à mon réseau, j'ai dit j'arrête la régie, je ne fais plus que du topage. Donc ça veut dire que je viens me couper de 70% de mes revenus. C'est flippant en fait, dès qu'on touche un peu aux finances, ça fait peur. Donc j'ai vécu des angoisses, j'ai eu des gros doutes. Et pour autant, j'ai dépassé ces aspects-là. On a construit l'autre versant pendant qu'on avait une petite fille qui avait quelques mois, plus des travaux dans un appartement. Donc en fait, finalement, des choses du commun que tout le monde vit. Et peut-être que moi, j'ai appris à les vivre d'une manière un peu plus fluide. Et à ne pas sombrer complètement dans les moments de doute ou dans les angoisses. Donc j'ai une image en fait sur les doutes parce que on n'est pas surhumain. À un moment donné, on a tous, dès qu'on s'engage dans quelque chose, des doutes très très forts et à tel point que ça peut nous empêcher de dormir. On peut se poser plein de questions, faire des retours en arrière, etc. Donc moi, je considère que à partir du moment où on s'engage dans un projet, c'est comme si on monte dans un ascenseur. Ok ? Et puis, si je mets de la confiance et de la motivation, ce qu'on a généralement au départ, eh bien, l'ascenseur, il va monter. Notre projet, il est au 10e étage. L'ascenseur va monter tant qu'on a cette confiance-là. Et puis, à un moment donné, on se sera tellement engagé dans son projet, que ce soit un projet sportif, un projet d'entreprise, un projet familial, on se sera tellement engagé dans ce projet-là qu'on va commencer à ressentir de l'épuisement, on va commencer à avoir peut-être des revers, des choses qui ne vont pas fonctionner, des compétences qu'on doit acquérir et qui vont ralentir notre progression. Et donc, c'est là que le doute arrive. À partir du moment où le doute arrive, l'ascenseur s'arrête. Je ne suis plus en progression vers la réussite de mon projet. Et si je laisse le doute s'installer, que je l'alimente, que j'ai des gens autour de moi qui vont me décourager en disant tu ferais mieux de faire autre chose, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Enfin, il y a plein de bonnes raisons pour arrêter un projet, et ça peut faire peur à notre entourage aussi. Eh bien, l'ascenseur, à ce moment-là, il va commencer à redescendre. Et on va faire un retour en arrière. Donc, immédiatement, ce que je fais, et c'est le but de cette conférence, là, c'est de vous expliquer comment est-ce que je fonctionne. Dès que je suis en doute ou que je traverse des angoisses, j'arrête immédiatement ce que je suis en train de faire. Ça ne veut pas dire que j'abandonne, mais je vais faire une activité ressource. Pour moi, c'est le sport. Ça va être de faire du mouvement naturel, ça va être d'aller courir, ça va être d'aller nager. Pour d'autres, par exemple, Marion, ça peut être le puzzle. Pour d'autres, ça va être, je ne sais quoi, les mots croisés. Pour d'autres, ça va être d'aller boire un café avec des amis qui sont soutenants du coup, pas des amis qui sont plombants. Mais l'idée, c'est de se rafraîchir la tête et surtout d'arrêter d'alimenter le doute. Parce que sinon, vous savez qu'à ce moment-là, votre ascenseur va redescendre. Et le fait de s'extérioriser, le fait moi, à travers le sport, quand on stresse, en fait, on libère énormément de toxines. Donc ces toxines-là, dans le corps, à un moment donné, il faut les évacuer. C'est comme si vous mangez, mais vous n'allez jamais aux toilettes. Donc, à un moment donné, quand on produit des toxines dans le corps, il faut les évacuer par la transpiration, par l'activité, etc. C'est pour ça que moi, l'activité, on va dire sans parler de sport, je la place vraiment, je lui donne une place très très importante. Et à partir du moment où je me suis détoxifié, eh bien, à nouveau, je sors du mode survie et mon cerveau éclaire à nouveau les zones de la créativité. Donc, les solutions arrivent. Donc, si on reste bloqué dans le processus de notre projet,
on est au cœur du problème et c'est comme si on avait des œillères et qu'on ne pouvait pas voir à l'extérieur les opportunités, les possibilités, les solutions, tout le domaine des possibles qui existent. Et le fait de s'arrêter, de faire une autre activité, eh bien, nous permet, en tout cas, pour moi, ça fonctionne à chaque fois, l'énergie revient, la motivation revient, les idées reviennent, et à ce moment-là, en fait, je vois ce que je n'avais pas vu, je me remets au travail. Je continue. Si à un moment donné, mon ascenseur se bloque à nouveau, je stoppe. Parfois, on a juste besoin d'aller manger. Et on est quand même une génération très, très intellectuelle, on nous apprend beaucoup à utiliser notre cerveau, et on croit que notre mental, notre réflexion, notre intellect va nous apporter nos solutions. Non. Notre intellect, oui, il va nous aider dans la réflexion, mais par contre, il bloque la créativité. Donc pour moi, il bloque les solutions. Ouais. On a Laurence là, qui parle de ses activités ressources en ajoutant la peinture, la marche et même une bonne lecture. Ok. Ou les amis. Eh bien, merci Laurence. Donc en fait, c'est vraiment à chacun de trouver vos activités ressources. Et comment est-ce que vous allez trouver votre ressource? Eh bien, peut-être dans les livres, j'allais dire, c'est pas dans les livres, mais peut-être dans les livres. C'est en regardant ce que vous avez autour de vous, en regardant où est-ce que vous dépensez votre argent, en allant chercher ce qui est vraiment important pour vous. Pour certains, ça va être la famille, ça va être de passer du temps. Parfois, ma ressource à moi, c'est de passer du temps avec Léonie, avec ma fille. Donc, c'est vraiment, on a chacun nos priorités dans la vie. Et moi, la santé, je la place là, c'est ma priorité, donc c'est là où je vais chercher ma ressource. Et vous, c'est probablement un autre endroit. Mais vous savez que vous pouvez lever vos doutes juste en vous extrayant en fait de votre projet. Ne restez pas bloqué, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un conseil. Ne restez pas focus sur votre projet en permanence, parce qu'à un moment donné, vous allez vous cramer. Et vous l'avez tous vécu, certainement, à force d'être la tête dans le guidon sur un projet, on se dégoûte de ces projets. Donc ces parenthèses, là, ces respirations, elles sont, à mon sens, vraiment capitales. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à cette conférence? À main levée comme ça? Réfléchissez pas trop. À main cachée. Est-ce que... Par curiosité, ouais. Ok. Nous avons entendu parler, je me suis dit que ça pourrait être positif. Ouais. Tac. Il y en a qui ont peut-être un objectif particulier ou des angoisses ou... Voilà. Moi, ça tombe. Bon, j'ai déjà eu un parcours de traitement mental, etc. Mais là, ça tombe dans une période de ma vie où avec beaucoup de défis. Donc, je trouvais que ce sujet était plutôt adapté et c'était très intéressant. Ouais. Donc là, toi, tu relèves des défis en fait, en plein. Tu prends un virage, quoi. Ouais, un gros virage. Ouais. Donc effectivement, des doutes, tu dois. Ouais. Et puis des attentes, et puis des. Ouais. Et l'impatience qui va avec. Ouais. Donc c'est fantastique à vivre. Hein. Enfin, c'est ça, non mais. Non, t'as pas le choix, mais en fait, c'est toute la saveur de la vie là. Là, tu viens d'épicer ta vie. Là. Donc voilà. Et c'est ça qui permet justement d'apporter une vraie satisfaction derrière. Donc, on a parfois tendance à polariser un peu la difficulté ou comment dire, la situation dans laquelle on se met. Et on oublie de regarder les ressorts positifs en fait de ce qu'on est en train de vivre. Je vais utiliser ton terme favori, polarisé, mais je ne suis pas sûre que tout le monde polarisé, ouais. Polarisé. Donc moi, je suis, en tout cas, j'essaie le plus possible d'être dépolarisé. C'est-à-dire que j'ai reçu il y a quelques mois un courrier de l'URSSAF qui me réclamait 8 000 €. Ils ont raison, hein. Ils ont parfaitement raison. Mais du coup, ça peut mettre en panique. C'est pas rien quand même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas rien, 8 000 €. Et ça m'est arrivé aussi il y a 3-4 ans, où cette fois-là, c'était l'adjoint au procureur qui me réclamait 7 000 € suite aux indemnités Covid. Donc tous les 2 ans, en fait,
On me réclame une enveloppe. Bon, la première de 7 000 €, ça va, je ne l'ai pas payée. Mais la deuxième de 8 000, elle fait que je la paye. Donc, dépolariser, c'est quoi? C'est qu'en fait, je reçois quelque chose. Si je suis polarisé, je vais être en colère, en fait. Parce que je considère que l'URSSAF, en gros, est le méchant. Et qu'ils n'ont pas à me réclamer 8 000 €. Et puis, c'est là que la machine mentale va se mettre en route et va me défendre moi. Elle va défendre, voilà, mon intérêt. Mais si je regarde immédiatement, si j'aborde, qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait? Ça fait 2 fois qu'on me réclame de l'argent. À un moment donné, il faut peut-être que je commence à apprendre la leçon. C'est que je me suis pas, il y a un truc que j'ai pas pigé dans mon organisation. Donc en fait, ces 8 000 € là, c'est juste le signal en fait, Baptiste, organise-toi un peu plus, essaie de comprendre un peu plus comment ça marche. Et puis, le côté positif, c'est que, bon, ben voilà, j'ai pris une comptable, et puis j'ai étalé, ils sont sympas, l'URSSAF, hein, tu leur demandes un étalement, ils disent oui, on va, bien entendu, on va étaler ces sommes-là. Donc, à travers cette expérience-là, finalement, j'ai appris beaucoup de choses, et je suis très content maintenant d'être un entrepreneur qui gère son argent correctement. Mais sur le moment, voilà, si on est polarisé, on peut rester dans une colère pendant longtemps, hein. Donc non, être dépolarisé, c'est voir, c'est élargir sa perception. C'est pas uniquement rester focalisé sur ce qui peut nous apparaître comme négatif ou franchement désagréable. Et si on aborde la vie comme ça, eh bien, ça soulage beaucoup. C'est-à-dire que les problèmes ne sont plus. Il y a, on va dire, ça peut générer une émotion, mais qui va rester une émotion, qui ne va pas s'installer et devenir un sentiment. Parce que si on laisse un sentiment s'installer, la colère par exemple, eh bien, ça vient faire partie de notre tempérament après. Et puis on dit, bah, cette personne, elle est colérique. Non, c'est juste qu'en fait, elle a installé une émotion dans son mindset. Donc, la dépolarisation, c'est une technique en préparation mentale que moi j'utilise, je ne vais pas dire quotidiennement, mais régulièrement, pour pouvoir ne pas alimenter cette information délétère en moi. C'est très bien, ça me permet de faire une transition. L'information qui circule en nous est pour moi primordiale. Qui est d'accord avec le fait que nos pensées génèrent notre réalité? À main levée. D'accord. C'est tout? Très bien. Mais c'est déjà pas mal. 90%. Ok. Moi, je fais partie de ces personnes qui considèrent que notre réalité correspond exactement à notre système de pensée. Si je sors de chez moi en étant chafouin, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce terme chafouin. Si je sors de chez moi en étant chafouin, eh bien, je ne vais récolter que des visages fermés. Il peut y avoir des gens extrêmement lumineux qui vont quand même me faire un grand sourire. Et bien justement, ce grand sourire-là va me permettre de rayonner à nouveau. On se transmet de l'information en permanence. Si mon système de pensée ne fait que alimenter du regret, du remords, de la tristesse ou de la colère, etc., eh bien, je vais transmettre ça en permanence autour de moi. C'est comme si je me déplaçais avec une ambiance, en fait. Et on a toujours tendance, enfin toujours, on a appris des choses comme ça. On pense que notre ambiance intérieure va se modifier parce qu'à l'extérieur, il va se passer quelque chose. Alors oui, ça peut arriver. On peut arriver dans un environnement où tout le monde a la pêche, et puis on raconte des blagues, et puis du coup, petit à petit, ça va changer notre ambiance intérieure. Et moi, je préfère changer mon ambiance intérieure sans attendre que l'extérieur le fasse pour moi. Et si vous croyez, pour la plupart des personnes ici, et peut-être sur le live Facebook, que vos pensées créent votre réalité, eh bien, si chaque matin, vous décidez, vous mettez une intention, je vais aller au-delà des pensées, sur votre ambiance intérieure, eh bien, vous allez modifier votre réalité. Au début, bien évidemment, ça va peut-être durer 5 minutes. Et puis après,
vous allez retomber dans votre ambiance habituelle, dans votre tempérament habituel, dans vos sentiments habituels. Parce que notre cerveau est fait d'une arborescence neuronale. On a des circuits imprimés, donc de façon automatique, lorsqu'on se réveille le matin, eh bien, l'information emprunte les mêmes chemins neuronaux que l'on a créés en fait, à travers nos expériences, à travers nos traumatismes, à travers les injonctions que l'on a reçues. Notre arborescence neuronale, ça n'est rien d'autre que notre conditionnement, notre état d'esprit. Mais on n'est pas, c'est pas une fatalité. Et si en tout cas moi j'avais une mission en tant que coach mental, eh bien c'est de rappeler aux gens que notre état d'esprit n'est pas une fatalité et que l'on peut chacun de nous décider chaque jour, pas forcément le matin, hein, ça peut être le midi, le soir, à 2h, à 9h, peu importe. On peut chacun de nous décider de l'ambiance intérieure dans laquelle on a envie d'être. Simplement en impulsant quelque chose. Chaque mot est vibratoire. La table est vibratoire, le tabouret, tout vibre en fait. Vous le sentez, quand Manon va jouer tout à l'heure, la vibration va forcément avoir un impact sur vous. Si vous répétez le mot paix à l'intérieur de vous, vous allez sentir la vibration. Si vous vous répétez le mot joie, vous allez sentir la vibration. Si vous répétez le mot tristesse, vous allez sentir la vibration. Donc en fait, tout est vibration. Et si l'information qui circule en vous a une vibration basse, eh bien vous serez en vibration basse. Par contre, si vous faites naître autre chose, que vous déterminez avec de simples intentions, ce que vous souhaitez, la manière dont vous souhaitez apparaître au monde, eh bien, vous allez vibrer quelque chose de nouveau. On peut faire un parallèle avec les radios. Les gens qui écoutent Skyrock vibrent Skyrock. Les gens qui écoutent FIP vibrent complètement autre chose. Et dans la vie, si je vibre quelque chose, tout ce qui se rapporte à cette vibration va se rapprocher de moi. Quelqu'un qui vibre FIP et qui rentre dans une pièce où il n'y a que des gens qui vibrent Skyrock, ils ne sont pas sur la même vibration. Donc cette personne-là, elle va sortir de la salle. Elle ne va pas se sentir bien. Alors que quelqu'un qui vibre Skyrock, il va ouvrir la porte, il va rentrer, il va tout de suite être dans le move. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, à un moment donné, si vous avez un objectif dans la vie, je vais toujours prendre un parallèle avec moi. Si moi, mon objectif, c'est d'être coach mental, bah, il faut que je vibre coach mental, tout simplement. Ça veut dire que mon intention, ma posture, les personnes que je vais écouter, les podcasts que je vais écouter, les référents que je vais avoir, tout ça élève ma vibration au niveau du coach mental. Et à partir de là, je vais attirer à moi les personnes qui vont venir dans mon cabinet, les personnes qui vont venir à mes conférences, etc. Et tout ça, c'est un apprentissage, c'est un entraînement. Et moi, quotidiennement, je me lève le matin et je m'assois au bord de mon lit et je décide de l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Pendant longtemps, le matin, c'était un peu tendu avec Léonie parce qu'il y avait le timing pour aller à l'école, tout ça. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et il fallait que je cesse de remettre la faute sur Léonie. Il suffisait que moi, je décide de l'ambiance dans laquelle j'avais envie d'être ce matin-là. Et à partir de là, tout change. Parfois, et au début, ça durait que 5 minutes. Et puis maintenant, c'est OK. Vous avez des questions là-dessus ou pas? Non? Je vais vous faire un petit exercice. Il y a qu'on rentre un peu là dans le vif du sujet, des techniques qui nous permettent de vraiment redescendre en pression. Parce que c'est bien joli tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est de la théorie. Mais à un moment donné, quand vous allez être dans votre lit à ne pas pouvoir dormir parce que vous ressassez, etc., ou devant votre ordinateur parce que vous avez un projet à terminer, voilà, que vous êtes en pression maximum et que votre cerveau il est en fréquence bêta ++,
Donc en mode survie complet, vous n'avez pas accès du tout à ce que je disais tout à l'heure, la créativité, les solutions, etc. Eh bien, il va falloir appuyer sur la pédale de frein. Et appuyer sur la pédale de frein, c'est réactiver votre nerf vague immédiatement. Vous savez qu'à l'intérieur de nous, on a un système nerveux avec 2 branches, accélérateur et puis frein. Et si à un moment donné, on a les fils qui se touchent, eh bien, il est urgent de ralentir son système. Et pour ça, il faut déjà en avoir conscience, parce que si notre habitude, c'est d'être stressé, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. Donc déjà, il faut développer cette conscience-là. Je suis en stress, je suis angoissé. Eh bien, il y a des techniques très simples et en 2 minutes, le problème est réglé quand on est entraîné. Quand on n'est pas entraîné, il va falloir peut-être un peu plus de temps. Alors, vous connaissez tous la cohérence cardiaque ou pas? Ouais. On ne va pas la faire là. Je vais vous proposer d'autres techniques. D'autres techniques qui viennent de la théorie polyvagale. Donc, polyvagale, c'est justement ce qui met à notre service le ralentissement, notre système parasympathique. Et donc, la première technique, et tu vas pouvoir nous accompagner du coup, Manon? Alors, pas trop fort comme ça ne couvre pas ma voix, mais juste pour accompagner. L'idée là vraiment, c'est d'activer instantanément en fait le frein chez vous. Ok? Donc vous allez, tu commences à jouer quand tu veux. C'est une technique qui s'appelle la demi-salamandre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'appelle la demi-salamandre. Alors vous allez tourner les yeux vers la droite, regardez à droite, sans forcer, hein. Vous ne cassez pas les globes oculaires, et vous allez pencher la tête à droite. Et vous restez comme ça jusqu'à ce que vous ayez envie de bâiller, de déglutir ou de soupirer. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous observe. Les caméras, elles sont toutes tournées vers moi. Voilà, détendez les épaules et puis vous allez redresser la tête. Maintenant, vous allez tourner les yeux vers la gauche et pencher la tête à gauche. Pareil, jusqu'à ce que vous ayez envie de bâiller, de déglutir ou de soupirer. Ensuite, vous redressez la tête. Maintenant, vous allez regarder à gauche et pencher la tête à droite. Voilà, doucement, vous allez redresser la tête. Maintenant, vous allez regarder à droite et pencher la tête à gauche. Ok, vous allez pouvoir redresser la tête. Comment est-ce que vous vous sentez là? Est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Changement, j'ai baillé. T'as baillé? Ok. Ouais, le bâillement, c'est un signe que le nerf vague se détend. Ok. Et c'est un besoin, hein. Quand on était en classe et qu'on bâillait, ma prof de biologie, elle nous balançait les crayons. Quand on bâillait, parce que enfin, communément, on dit il bâille parce qu'il est fatigué. Mais en fait, on va dire toutes les 1h30, 2 heures selon les personnes, votre système se détend automatiquement. C'est pour ça que vous bâillez, c'est pour ça que vous avez des coups de barre, et en fait, votre cerveau redescend en fréquence. Si vous êtes en permanence en mode stress, pour sa survie, en fait, votre
votre cerveau va chercher à se détendre, et d'où les coups de barre, d'où les bâillements, etc. Donc le bâillement est un signe de recharge en fait. C'est pas, enfin, on peut le prendre comme un signe de fatigue, hein, c'est vrai, hein. Il y a un surstress, mais c'est un signe de recharge. Je vous propose un autre exercice maintenant. Vous allez cette fois placer vos mains derrière la nuque, là, comme ça. Vous allez croiser les mains, vous allez placer vos mains derrière la nuque. Voilà, essayez de trouver quand même de la détente. En fait, quand on est en stress intense, on a deux cervicales qui viennent bloquer le nerf vague pour justement continuer à appuyer sur l'accélérateur. Et le fait d'avoir les mains sur la nuque, là, on vient coupler un travail des muscles oculaires avec une pression légère sur la nuque. Et donc, on va libérer le nerf vague. Donc là, vous allez à nouveau regarder à droite. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Et normalement, vous devez avoir l'envie de bâiller qui vient naturellement. Et puis vous allez tranquillement ramener les yeux au centre et regarder à gauche maintenant. Ok, vous pouvez ramener les yeux au centre. Relâchez les mains. Vous pouvez tourner un petit peu la tête, hein, parce que ça peut être un peu crispant. Ça va? Comment vous vous sentez là? Hein? Ouais. Moi, je trouve que c'est monstre efficace en fait. Si vous êtes devant votre, enfin, typiquement devant votre ordi, c'est vraiment le genre de chose qui est facile à faire. Et faire juste celui-ci là, droite, gauche, ça a pris quoi? Je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes peut-être. Et puis, et pour moi, les idées se clarifient à nouveau. Et donc parfois, voilà, quand on n'a pas le temps d'aller nager, courir ou je ne sais quoi, ou faire de la peinture, eh bien, du coup, juste faire ça pour pouvoir se rebooter en fait. Donc c'est vraiment une manière de se rebooter. Bien. Autre technique qu'on... Vous aviez déjà entendu cette technique ou pas? Non? On est d'accord? Voilà. Ne négligez pas la cohérence cardiaque. C'est quand même juste fantastique aussi. Et la cohérence cardiaque, moi, je la couple avec d'autres choses. Il faut que je bouge un peu. Ah là, je suis... Ah ouais, il faut s'activer. Je considère que nous avons 3 cerveaux. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? 1, 2, 3. Donc, nous avons un cerveau mental, intellectuel, d'accord? Qui est constitué de plusieurs millions de neurones, je ne sais pas exactement. Mais des neurones, on en a à d'autres endroits. On en a aussi dans nos intestins. Voilà. Et nous en avons aussi, nous avons un système neuronal aussi au niveau du cœur. D'accord? Ça ne s'appelle pas des neurones, ça porte un nom un peu différent que j'ai oublié, mais la structure s'apparente à des neurones. Peut-être qu'on a des neurones ailleurs, je ne sais pas. Toujours est-il que on ne peut pas négliger le fait qu'on ait des neurones dans le cœur et puis dans le ventre. Ça veut bien dire qu'il y a une information qui circule aussi à cet endroit-là. Notre monde intérieur est celui qui nous pilote. C'est celui qui donne la coloration de notre vie, la saveur de notre vie. Nous vivons à travers
nos sensations, nos émotions et nos pensées. C'est-à-dire qu'on se trimballe nos émotions, nos sensations et nos pensées toute notre vie. Si nous ne sommes pas capables de gérer nos sensations, nos émotions et nos pensées, eh bien à ce moment-là, on est des pantins de notre vie. C'est peut-être un peu dur à entendre, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je considère. Et c'est... vous connaissez Sadhguru? Ça fait un peu peur comme nom, mais... Sadhguru, c'est un yogi qui explique ça, tout simplement. Il dit, si vous voulez être heureux dans votre vie, eh bien, vous devez apprendre à gérer votre propre machine. Et notre propre machine, c'est des sensations, des émotions et des pensées. Être maître de ses pensées, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que, encore une fois, on n'a jamais appris à le faire. Et comme nos pensées créent notre réalité, eh bien, il est dommage de ne pas être maître de ses pensées. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Comment est-ce que vous faites, vous, pour maîtriser vos pensées? Déjà, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous n'y arrivez pas du tout? Est-ce que vous avez déjà pensé à le faire? Penser le faire, oui. Après, moi, j'utilise l'image mentale quand j'ai une pensée qui m'envahit. C'est un nuage, du coup, et j'essaie Ok. de faire ces nuages. Ouais. Du coup, ça revient. Ouais. Je vais faire un stop. Ouais. Eh bien, moi, je me pose des questions quand j'ai des pensées qui viennent m'envahir. Les pensées, c'est le fruit, en tout cas, c'est ce que je pense, hein, c'est le fruit de nos expériences passées. D'accord? À chaque fois que je me déplace dans mon environnement, que je rentre en interaction, eh bien, il y a tout un tas on va dire, il y a des milliards d'informations qui viennent se connecter avec ma banque de données passées, et du coup, je tire des conclusions sur mon environnement. Et donc, je vais générer des pensées qui vont être liées à mes expériences passées en rapport à ce que je vis dans le présent. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc, je vais être piloté par des pensées qui sont générées, enfin, qui reposent sur mon passé et qui vont donner lieu à mes comportements futurs, à mes choix, à mes actions, à mes réactions. D'accord? Donc, en fait, mes pensées vont projeter un futur qui ressemble exactement à mon passé. Et donc, je répète ma vie en fonction de ce que j'ai expérimenté dans le passé. Donc, je suis absolument responsable de ce qui m'arrive dans le futur, si ça ressemble exactement à ce que j'ai vécu dans le passé. Parce qu'à un instant T, maintenant là, eh bien, j'ai accepté mes pensées comme une vérité. Ça veut dire que notre ego, notre mental, à travers toutes les pensées qu'il génère de façon automatique, conditionne notre futur, à l'image de notre passé. Donc si je ne prends pas la responsabilité de mes pensées et que je ne les challenge pas, eh bien, je ne pourrai pas, ou difficilement, on évolue toujours, hein, mais ça va être difficile en fait d'envisager un futur sereinement. D'accord? Alors pourquoi j'ai utilisé le mot challenger? Parce que je crois qu'il faut vraiment, vraiment être OK avec le fait de challenger ses pensées. Je me souviens qu'il y a mon petit frère qui m'a posé la question il y a, je sais pas, peut-être 8 ou 10 ans. Il me disait, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je ne sais pas comment faire avec mon ego. Et à l'époque, je ne savais pas lui répondre. Aujourd'hui, je saurais lui répondre. Son ego, il ne faut pas l'envoyer à la poubelle. On ne va pas arrêter nos pensées, à moins d'être yogi, et puis de s'asseoir pendant 3 semaines au pied d'un arbre. Et oui, on peut avoir la capacité de le faire. Mais on vit dans un monde occidental où on ne va pas s'asseoir au pied d'un arbre pendant 2 mois pour arrêter ses pensées. Donc il faut y vivre avec. Mais sans les subir en fait. Nos pensées ne sont qu'une information. Donc ça, c'est déjà une première phrase. Se dire que les pensées que je ressasse et qui m'empêchent de dormir, ça n'est qu'une information. Si je crois en cette information, je l'alimente et j'enchaîne le système de pensée qui va derrière et qui est inscrit en moi dans mes mémoires. Donc la première chose à me dire, c'est ce n'est qu'une information.
Déjà, ça peut faire un peu l'effet nuage. Ok, tu n'es qu'une information, circuler. La deuxième question que je peux me poser, c'est est-ce que cette pensée est heureuse pour moi ou pas? Si la réponse est oui, bah, je peux l'alimenter, il n'y a pas de souci. Et si la réponse est non, en tout cas pour moi, elle s'efface. Parce que notre mental, il fonctionne dans notre intérêt quand même, d'une manière générale. Donc, il ne faut pas hésiter à challenger ses pensées. Il ne faut pas hésiter à se poser ces questions, à se dire déjà, ça n'est qu'une information. Et puis, est-ce que cette pensée est bonne pour moi? Oui. Si elle ne l'est pas, eh bien, je peux générer l'opposé de cette pensée, par exemple. On est capable, comme nous sommes capables de générer une énergie, une ambiance intérieure, on est tout à fait capable aussi de manager nos pensées. C'est ce qu'on demande aux sportifs. Un sportif, il a, en préparation mentale, on définit son tunnel de concentration. En gros, c'est ce qui doit se passer dans son cerveau pendant toute la phase de sa compétition. De la ligne de départ, alors parfois ça commence la veille, le tunnel de concentration, mais de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Si le skieur arrive dans le portillon de départ et commence à avoir une pensée, t'es nul, tu vas encore sortir du tracé, etc. Ok, ça n'est qu'une information. Qu'est-ce que je mets à la place de cette information? Je vais tout déchirer. Alors la première fois, ça ne va pas marcher, mais la deuxième fois, ça va commencer à marcher, et ça va venir remplacer ces anciens circuits neuronaux, parce qu'il les aura entraînés. Quand on fait du sport, on ne se pose pas la question. On va se dire, ok, je vais voir un préparateur mental, je vais appliquer ces techniques, ce qu'il me propose de faire, je vais m'entraîner à chaque entraînement, à chaque test blanc, à chaque compétition que je vais faire, je vais entraîner ce mindset-là avec ces phrases-là. Il le répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça rentre très très vite en fait. Mais dans notre vie de tous les jours, on n'apprend pas à challenger nos pensées comme ça. Donc c'est capital. On a vu les pensées. Vous avez des questions sur les pensées ou pas? Non. Nos sensations. Donc nos sensations, et là on va se refaire un petit exercice en live. Lorsqu'on a peur, en fait, c'est un agrégat de sensations et de pensées. Ok? Parce que nous avons des mémoires en action. On est une somme d'informations, on est une somme de mémoires par rapport à notre propre passé, par rapport au passé de nos parents, de nos grands-parents, etc. Donc nous avons à l'intérieur même de nos cellules des mémoires qui se réactivent en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. Là, j'étais sur un événement à Milan il y a lundi, mardi, mercredi. Le mardi, on est en répétition. Et donc j'étais au Topage, en régie, avec la scène qui est à 30 mètres. Il y avait une dizaine d'intervenants qui étaient censés répéter leur conférence, mais qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Donc c'était brouillon. Je n'avais pas de chef de projet pour les gérer au niveau de la scène, parce qu'il était occupé à autre chose. Il y avait des travaux, donc marteau-piqueur, perfo, etc., autour de nous, du bruit ambiant, des problèmes techniques, les amplis qui tombaient, les intercoms, ceux avec quoi on communique entre nous, qui commençaient à biper avec des alertes. J'avais envie d'être ailleurs et de surtout pas être là parce que je saturais complètement. Et je commençais à me dire que j'allais pas être à la hauteur, que voilà, ils ont fait appel à moi parce que j'ai des références dans ce métier-là, et puis là, je suis en train de planter le truc. Donc je commençais à avoir ce discours interne. Donc quand on a peur, on a un discours interne et on a des sensations qui viennent avec. Et je commençais vraiment à me sentir mal, à avoir chaud, ça s'organisait plus dans ma tête. Bref, à ce moment-là, je vais détendre mes 3 cerveaux. D'accord? J'en ai détendu qu'un en vrai. Mais si vous êtes au beau milieu de la nuit, en train de vivre une angoisse, parce qu'il y a un risque financier dans votre vie, parce que vous vivez une séparation et que c'est difficile, il y a plein de raisons où on vit des angoisses en fait. Parce que votre enfant est en difficulté, je ne sais quoi. Si vous vivez une angoisse, quelqu'un d'autre ne la vivrait pas forcément. Donc ça veut dire que c'est dans votre système. Vous êtes responsable de l'information qui circule en vous. Donc il va falloir détendre cette information. Et pour détendre cette information, moi je détends mes 3 cerveaux. Et à partir de là, pour moi, ça change tout. Donc là, on va le faire, je vais vous proposer de le faire.
Tu nous mets une petite musique? C'est encore quelque chose que j'ai jamais entendu nulle part. Donc je vous propose de fermer les yeux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous plonger dans un moment qui n'est pas confortable pour vous. Allez-y, vous êtes en sécurité. On vit tous des instants challengeants, difficiles. Que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie sportive, notre vie privée. Et peut-être que là, vous ressentez qu'à l'intérieur, ça se contracte. Et vous allez poser votre conscience au niveau du cœur. Et détendre tous les muscles autour du cœur. Je crois que la première chose, le premier endroit où ça se contracte quand on n'est pas bien dans notre vie, c'est au niveau du cœur, des poumons, dans la cage thoracique. Donc allez-y, détendez cette zone-là. Tous les muscles périphériques du cœur, des poumons, de la cage thoracique. Et puis vous allez faire cheminer votre conscience jusqu'au ventre, en bas du ventre. Puis vous allez détendre votre ventre. Détendez les abdos, les intestins. Tout en ayant conscience que vous êtes détendu au niveau de la cage thoracique. Et puis vous allez faire remonter votre conscience au niveau du cerveau. Et imaginez que vos deux hémisphères se détendent, se déposent complètement dans la boîte crânienne. Vous détendez votre cerveau. Généralement, à ce stade-là, moi, j'ai oublié les problèmes que j'avais. J'ai comme un sentiment de sécurité qui apparaît, une forme de confiance en la vie. Comme si je m'étais reconnecté à autre chose, à l'information extérieure, pas à mes peurs ou à mes expériences passées, mais à autre chose. Voilà, reprenez conscience une dernière fois de ce cerveau détendu, votre cœur détendu et votre ventre détendu. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez réouvrir les yeux. Je vous laisse émerger, je vais chercher mon cahier. Ça va?
Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un petit peu cette expérience qui est simplissime dans le fond, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Moi, perso, typiquement, c'est la gorge qui est. Alors, j'entends la notion de trois cerveaux. Typiquement, quand tout se passe à la gorge, donc là, quand j'ai mon image mentale, une situation désagréable, c'est la gorge. Ouais. Je m'aperçois que j'ai essayé d'étendre tout le reste, et quand je suis revenue en moi, du coup, Hmm. en fait, j'ai à nouveau serré la gorge, et l'image mentale, en fait, elle est repassée dans les. Donc, il faut que j'apprenne à détendre peut-être, pas dans le cerveau. Oui, et ben du coup, ouais, apprendre à gérer avec cette zone-là, ouais, effectivement. Quelqu'un d'autre? Apparemment pas. C'est OK. Très bien. On va arriver maintenant à une autre technique. Quelle heure est-il? 8h moins le quart. Oh, ça va. Je regarde sur mon cahier déjà, parce que cette dernière technique, je la trouve absolument extraordinaire et je veux vraiment que ce soit la dernière. OK. Ah oui, tiens, on va parler un petit peu de ça. Il y a autre chose auquel je suis de plus en plus vigilant. Encore une fois, parce que à force de me documenter, de baigner en fait dans ces sujets-là, du coup, ça éveille vraiment ma conscience sur les pièges. Sur la fiche que j'ai faite d'ailleurs, j'ai marqué, voilà, je ne sais plus ce que j'ai marqué exactement, mais les habitudes mentales qui nous sabotent en fait. Donc les habitudes mentales qui nous sabotent, ça va être de croire, de prendre nos pensées comme une vérité. D'accord ? Le fait de ne pas se rendre compte que l'on rentre dans les jeux psychologiques. Vous avez déjà entendu parler du triangle de Karpman, le cercle dramatique, le triangle dramatique du coup, c'est pas un cercle. Le triangle de Karpman, en fait, il définit que naturellement, dans nos interactions, et c'est ce qui nous permet d'exister, parce qu'on est tous là pour exister, eh bien, on se place assez facilement, soit en sauveur, soit en bourreau, soit en victime. Et si vous regardez bien dans votre vie, vous avez, chacun d'entre vous, comme moi, l'habitude de vous placer dans un de ces rôles-là. Et à partir du moment où vous vous engagez dans un rôle de victime, ou de sauveur, ou de bourreau, vous engagez les autres dans ce triangle-là. C'est-à-dire que si moi je me place en tant que victime, il y a quelqu'un qui va venir me sauver. Et si je me place en tant que victime, je considère que j'ai un bourreau, l'URSSAF. D'accord ? Donc forcément, j'ai quelqu'un qui va vouloir m'aider. On a tous ces gens-là autour de nous qui vont vouloir nous vraiment nous dire « Oh oui, dis donc, 8 000 €, ça fait quand même beaucoup, tu ne devrais pas te laisser faire, etc. » Donc j'ai mon sauveur qui est là, j'ai mon bourreau qui est là, et puis moi je suis bien installé dans mon rôle de victime. Et le problème, c'est que mon sauveur, il va venir valider mon rôle de victime. D'accord ? Et moi, je vais valider le rôle de l'URSSAF qui est le bourreau. Donc, je vais faire quoi ? Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler l'URSSAF et je vais leur parler comme si c'était un bourreau. Mais eux, en face, ils vont se placer dans le triangle aussi. Et ce n'est pas un sauveur que je vais avoir de l'autre côté. Je vais vraiment avoir mon bourreau. Donc, en fait, j'ai placé moi-même la personne qui est à l'autre bout du téléphone comme étant mon bourreau. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes dès qu'elles appellent l'administration, etc., ce n'est pas l'administration le problème. C'est juste le fait qu'elles arrivent avec cette vibration de victime. Et il leur faut un bourreau. Donc, c'est capital pour moi de se poser la question, ou de se rendre compte du moins, à partir du moment où on est en difficulté, est-ce que je ne suis pas en train de me placer dans un rôle ou dans un autre ? Et si je me dégage de ce rôle-là,
que si je suis victime et que je vais chercher des solutions par moi-même, eh bien, j'aurai plus de sauveur. Je vais plus engager d'autres personnes en fait dans ce triangle-là. Donc, notre discours interne nous place assez facilement dans ces rôles-là. C'est ce qui m'arrivait très souvent avant, hein, quand j'étais en difficulté avec quelqu'un ou que j'avais une réflexion, etc. Pendant des heures, je pouvais ressasser et puis je passais de la victime au bourreau, enfin à tout, quoi. Et en fait, c'est juste un piège psychologique qui vient alimenter notre psychologie et puis nous plomber complètement. Donc, vérifiez hein, parfois si vous êtes vous-même, on est souvent nous-mêmes notre propre bourreau d'ailleurs. Et tout ça, c'est vraiment à mettre à distance. Et puis, plutôt que d'en faire un triangle infernal, et puis d'en faire un triangle qui soit plutôt vertueux, quoi. Et plutôt que d'être bourreau avec quelqu'un, eh bien, ça n'empêche pas de donner des conseils, mais d'être dans du conseil bienveillant. Plutôt que d'être sauveur, d'être dans une invitation à passer à l'action, mais sans faire à la place de l'autre. Et plutôt que d'être victime, eh ben, de prendre sa responsabilité et puis d'assumer, quoi. Donc cet aspect-là, il est aussi très intéressant pour ne pas monter en pression et puis et passer des sales quarts d'heure. Ok pour ça? Il y a le film Oui, mais pour comprendre ces enjeux psychologiques là, avec Gérard Jugnot. Ouais. Qui n'est pas tout jeune, mais qui est toujours plein d'actualité c'est un vrai film, mais qui met en jeu tous ces jeux psychologiques qu'on a entre nous. Et c'est super intéressant. C'est drôle. C'est drôle, ouais. Et puis, on le voit vachement dans toutes les séries Netflix, parce que notre cerveau, il adore ça en fait. Il adore les jeux psychologiques. Et donc, les séries Netflix jouent vachement là-dessus. Et c'est ça qui nous anime. Hein. On aime bien quand il y a ce triangle dramatique qui s'installe entre différentes personnes. D'ailleurs, on le voit, on le sent, on est naturellement attiré vers les potins, vers ce qui se passe. C'est quelque chose qui est vraiment... ça vient... ouais, on aime ça. Hein. On aime ça. Bien, maintenant. Encore une fois, c'est bien joli tout ça, mais c'est de la théorie. Donc, on va encore faire un peu de pratique. Il y a des angoisses qui sont parfaitement irrationnelles et qui reposent encore une fois sur nos informations passées. C'est toute cette mémoire qu'on transporte avec nous. Et c'est d'autant plus irrationnel quand c'est hérité en fait hein, de nos ancêtres, etc. Qu'on ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, dans certaines situations, on ne va pas maîtriser. Les phobies sont à l'image de ça. Et on a tous, à un moment donné dans notre vie, on peut tous être confrontés à ça. Et moi, je le vis de temps en temps. Donc, j'utilise pour ça la technique que j'ai appelée la baïne. Vous connaissez les baïnes? Non? Ouais. Ouais. C'est un courant qui nous emporte. Et ouais, exactement. Ouais. Je vais vous faire un petit dessin. Alors désolé, dans le live Facebook, vous n'allez pas voir, mais imaginez. Donc, vous avez la plage, on va la faire en vert. Et puis, vous avez l'océan, avec ces ondes de vagues. Donc, l'eau, les volumes d'eau vont dans cette direction-là. On est d'accord? Ils vont vers la plage. Mais à un moment donné, il faut bien que l'eau reparte. On est d'accord? Alors, je ne suis pas un spécialiste des baïnes, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Donc, pour que l'eau reparte, du coup, elle emprunte un canal, en fait, où ça va être un peu plus mousseux, un peu plus brouillon. Il va y avoir des vagues. Étant donné que les courants vont à la fois vers la plage et à la fois repartent, ça va être une zone de courant assez fort, en fait, mais principalement vers l'extérieur, quoi, qui nous éloigne de la plage. Et à tout instant, il y a des courants aussi latéraux qui peuvent être assez forts. Quand on fait, moi j'aime pas surfer en Atlantique, enfin dans certaines zones, parce que ça demande vraiment du niveau pour pouvoir gérer tous ces aspects-là.
tous ces courants-là. On se met à l'eau et il faut prendre un repère sur la plage parce que très rapidement, on peut descendre de 200-300 mètres et pas s'en rendre compte. Et donc ces endroits-là où l'eau repart, on appelle ça des baïnes. C'est assez piégeux, c'est fort en courant. Et puis, notre objectif, à un moment donné, c'est de retourner à la plage. On n'a pas forcément envie de se retrouver au large. Donc, si vous êtes dans cette zone-là, en plein milieu de votre angoisse, d'accord ? Votre mental, lui, il a envie de retourner à la plage. Il a envie de trouver une solution. Il a envie de sortir de ses angoisses. Il a envie de changer les choses. Donc, votre mental, il est en train de vous faire nager vers la plage. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on nage vers la plage alors qu'on est dans une baïne? On s'épuise, ouais. Et puis, il y en a qui meurent, en fait, hein, dans des baïnes. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand on vit une angoisse, en fait, parfois, on a l'impression qu'on va devenir fou, quoi. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Tu peux le redire plus fort? Ouais. Ah ouais. Il faut absolument, quand vous êtes au cœur de la baïne, accepter le courant, vous laissez du coup tirer en arrière et puis ensuite nager sur le côté pour rejoindre un courant qui va lui aller vers la plage. Même si ce n'est pas encourageant parce que c'est là où les vagues sont les plus grosses. Et donc, c'est comme ce que tu as dit, Élodie, ce qu'on utilise pour les phobies notamment, c'est vraiment le fait de laisser aller complètement. Mais de laisser aller au cœur même des sensations qui sont extrêmement désagréables. Quand vous vivez une angoisse qui est très très forte, vous êtes au cœur d'une baïne. Et si vous luttez, eh ben, ça va vraiment être très difficile à vivre. Et vous allez mettre beaucoup de temps à en sortir. Alors que si vous laissez aller, que vous acceptez, que vous plongez dans vos sensations ultra désagréables la plupart du temps, eh bien vous allez sortir de la baïne beaucoup plus rapidement. Et vous allez envoyer un message à votre cerveau archaïque qui est « c'est OK, je suis en sécurité ». Vous allez effacer une mémoire. Et c'est comme ça que les gens sortent des phobies. Je ne vais pas dire que je maîtrise la technique, c'est une technique d'identification des peurs inconscientes. Tipeee, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle peut porter d'autres noms. Ils n'utilisent pas l'image de la baïne. Hein. Moi, je l'ai trouvée parce que ça me paraissait être vraiment l'image parfaite pour accepter de lâcher dans un moment qui est extrêmement confrontant pour nous. Mais la proposition qui est faite en Tipeee, c'est que la personne qui est en panique complète plonge au cœur de ses sensations, observe ses sensations et accepte de traverser ses sensations. C'est une mémoire bloquée. Ce que raconte la personne qui a inventé Tipeee, alors peut-être que ça venait par ailleurs aussi, c'est que nous avons tous des traumatismes. La plupart des traumatismes qu'on a vécus sont dans le ventre de notre mère. Parce qu'on est quand même relativement fragile et que les traumatismes vécus à travers ce que vivent nos parents nous amènent à un état de choc suffisant pour perdre conscience. Donc il y a beaucoup de pertes de conscience en fait dans le ventre de notre mère. Et ces pertes de conscience viennent bloquer la régulation émotionnelle naturelle qui est une ressource naturelle. Donc à partir de là, cette perte de conscience ayant bloqué le système, à chaque fois que dans notre vie, on va, dans notre environnement, recontacter quelque chose qui nous rappelle à cet instant-là, on va vivre une peur irrationnelle. Et tant qu'on n'aura pas cheminé à travers cette régulation émotionnelle, eh bien, ce processus n'aura pas été au bout et restera une mémoire inscrite qui va nous faire rentrer en panique à chaque fois qu'on vivra la même chose.
Et le fait d'aller au bout des sensations, de traverser cette zone de turbulence en se laissant aller au cœur des sensations, permet de terminer la régulation émotionnelle qui ne s'est pas produite au moment de l'inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, hein? Mais ce processus de régulation émotionnelle, on l'applique de manière naturelle. Dans les presque accidents, par exemple, vous avez tous vécu un moment en voiture où vous avez failli percuter une voiture ou un chien, où immédiatement vous montez en pression, votre corps s'adapte immédiatement, vous avez le réflexe qui va bien, et puis ensuite, donc vous avez ce pic-là, mais vous ne perdez pas conscience. Donc votre régulation émotionnelle s'effectue, vous redescendez en pression, vous sentez qu'il y a l'adrénaline qui s'est libérée, les jambes qui tremblent, etc. Vous êtes en train d'effectuer votre processus de régulation émotionnelle. Et puis, 2 jours plus tard, vous repensez à ce presque accident, vous n'êtes plus en panique, parce que vous avez régulé naturellement. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas forcément régulées, parce qu'on a été sidéré, ou parce que c'était encore une fois dans le ventre de notre mère et que c'était ingérable, que le cerveau il s'est mis en sécurité, poum, inconscience, il se réveille plus tard et tout va bien. Donc l'idée c'est de mettre en œuvre ce processus de régulation émotionnelle, alors soit à travers Tipeee, soit moi je le fais du coup à travers cette buy-in-là. Et comment est-ce que je le mets en œuvre? Eh ben, on va se mettre un peu de musique avec Manon, et puis je vais vous accompagner là-dedans, et vous allez expérimenter pour voir voilà, comment est-ce que vous pouvez le faire vraiment à l'intérieur de vous, on va dire. Alors, je vous propose de fermer les yeux à nouveau. Tu peux m'apporter un verre d'eau? Et comme tout à l'heure, je vous invite, si c'est OK pour vous, bien entendu, à vous plonger dans un moment ou dans une situation, à vous rappeler un événement qui est inconfortable pour vous. Ça peut être une difficulté relationnelle, une personne avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Ça peut être en montagne, si vous avez le vertige par exemple. Ou simplement en imaginant un de vos projets à venir et qui vous fait peur. Et vous allez vous concentrer sur les sensations qui viennent avec ces images. Et posez-vous uniquement avec vos sensations. Repérez-les. Où est-ce que ça se passe dans le corps? En fait, vous êtes en train d'accueillir et d'ouvrir la porte à vos mémoires cellulaires qui sont en lien avec cet événement que vous vivez ou cette difficulté que vous vivez. Et vous allez imaginer que vous êtes dans une baïne et que rien ne sert de chercher à rejoindre la plage. Et qu'il est temps pour vous, au contraire, eh bien, de vous laisser aller au courant. De vous relâcher complètement dans ces sensations et d'accepter qu'elles vous emmènent au large.
Et faites confiance au processus. Tôt ou tard, les sensations vont s'évanouir d'elles-mêmes. Parfois, ça prend 30 secondes, parfois 1 minute, parfois c'est plus long. Mais laissez-vous aller. Traversez vos sensations. Et à partir du moment où ces sensations seront évanouies, eh bien, vous serez sorti de la baïne. Et vous allez pouvoir rejoindre le bord. Prenez votre temps jusqu'à la réouverture des yeux. Ah. Ça va ? Ah, merci Manon, hein, c'est très agréable. Je me laissais embarquer par ce qui se passe. Enfin, moi aussi, je suivais tout ça. Hein. Par la vie, tu sais. Il a fallu que je sorte de baïne là 2-3 fois ces derniers temps. Notamment à Milan là sur cet événement qui était important pour moi. Le soir des répétitions, je ne savais pas si le lendemain j'allais être clairement à la hauteur. Et donc, il a fallu que je me laisse aller. Que j'arrête de travailler sur mon conducteur, que je ferme mon ordinateur, j'ai mis un peu de musique et puis je suis rentré, j'ai quitté le mental et j'ai été travailler ces mémoires sensationnelles. Parce que je sais maintenant que mon mental il ne va mettre d'aucun secours dans ces moments-là. Et que je dois dépasser mes propres mémoires pour pouvoir accéder à un sentiment d'acceptation et de confiance. Et que quoi qu'il arrive, même si j'avais fait une prestation pourrie, eh bien j'aurais appris quelque chose, j'aurais continué à vivre, hein, je ne serais pas mort. Mais je suis reparti avec la conviction que quoi qu'il arrive, tout irait bien. J'avais plus cette peur qui me prenait au ventre ou à la gorge ou ailleurs. Voilà, hein, on arrive au bout de cette conférence. Je vais peut-être résumer un petit peu ce qu'on a pu voir. Donc, on a parlé là, c'était vraiment mon souhait hein, d'apporter des techniques, des méthodes que j'utilise vraiment. J'utilise toujours au moins une méthode chaque jour, que ce soit le matin, m'asseoir au bord de mon lit et poser l'intention de ce que j'ai envie de vivre dans ma journée, pour ne pas être piloté par mon passé ou les informations extérieures, mais vraiment pour créer mon système de pensée pour la journée. Entre parenthèses, c'est quelque chose que je fais aussi avant de décrocher le téléphone, c'est-à-dire que
quand j'ai un coup de téléphone, que ce soit professionnel, personnel, un coup de téléphone qui est challengeant pour moi, eh bien, avant de décrocher, je vais définir en gros l'expérience que j'ai envie de vivre avec cette personne et au bout du compte. Est-ce que j'ai envie que ce soit convivial? Est-ce que j'ai envie que ce soit cool? Est-ce que j'ai envie que... Enfin, voilà. Donc je pose une intention avant de décrocher le téléphone. Parce que sinon, c'est l'intention de l'autre personne qui va diriger la conversation. Alors que j'ai le pouvoir, moi aussi, on est multi-influencé et on est influençable. J'ai le pouvoir, moi, de créer la finalité que j'ai envie avec cette discussion-là. Donc autant l'utiliser. Donc j'ai parlé de ça, on a abordé des techniques flash là, de réduction pour sortir d'un stress chronique, la demi-salamandre, ou alors la détente du nerf vague là, avec les mains derrière la tête. Ça c'est hyper rapide, vraiment facile à mettre en œuvre. Encore faut-il avoir conscience qu'on est en état de stress. On a parlé de la baïne pour terminer. Et puis j'ai dû oublier autre chose. Les 3 cerveaux, la détente. Ah oui, c'est clairement à Milan, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en panique derrière ma régie et que j'avais les fils qui se touchaient là. J'ai dit allez, souffle un coup, détends. J'ai détendu à cet endroit-là et ça m'a réouvert complet quoi. Et du coup, j'ai pu me reconnecter et aller jusqu'au bout de la répète. Qu'est-ce que vous retenez, vous, s'il y avait une chose que vous retiendrez de ce qu'on s'est dit là? Pareil, hein, sur Facebook, oh, dis donc, il y a 4 personnes. C'est formidable. Hein? C'est qui? Je sais pas. Ah, tu sais pas? T'as pas les noms? Bon, bah merci en tout cas. Ouais. Donc, n'hésitez pas aussi à peut-être à marquer ce que vous retenez de de ce que je vous ai dit là, de ce que je vous ai partagé de mon expérience, et puis peut-être ce que vous allez utiliser. J'ai bien aimé la phrase de penser sur les informations. Ouais. J'ai pas mal d'angoisse en ce moment, j'ai genre 12 pensées en même temps. Mmh. Et c'est chouette de les remettre en juste information, au même titre que les pieds dans le sol. Ouais. Ok. Ça descend un peu du mental de la place qu'il prend. Voilà, c'est ça. Faut pas le placer non plus. C'est un outil formidable. C'est notre ordinateur de bord, mais c'est juste de l'information et on pourrait très bien avoir une autre information qui passerait. Pourquoi celle-ci et pourquoi pas une autre? Autant choisir des informations qui sont importantes pour nous. Les autres, qu'est-ce que vous retenez s'il y avait une chose que vous retenez de tout ça? La commande de l'intention sur le mood qu'on peut avoir. Ouais. Pareil, je me rends compte que je la mets en place régulièrement dans un certain cadre et en fait je ne le fais pas dans le cadre familial par exemple. Ouais. Alors que ce serait rigolo d'en manger aussi. On a tous un endroit dans notre vie, toi tu sais le cadre familial, qui va nous challenger. Et c'est à cet endroit-là où posez vos intentions, faites confiance à vos intentions, parce que le signal que vous envoyez, l'information que vous envoyez à l'intérieur, toutes vos cellules la réceptionnent. À la surface des cellules, il y a un livre qui est formidable, qui s'appelle La biologie des croyances de Bruce Lipton, qui est biologiste, et donc il parle d'épigénétique. Il rappelle que nous ne sommes pas définis par nos gènes. Alors d'une certaine manière, oui, de base, oui, mais que nous sommes définis par l'information qui circule en nous. Et l'information qui circule en nous, eh ben, si c'est les informations, c'est ce qui va nous piloter. Quand je parle des informations, je dis TF1, etc. Par contre, si c'est nous qui déterminons des intentions, qui posons des intentions, eh bien, on envoie un message à l'ensemble de notre structure, en fait. Et ce qui découle de cet ensemble, eh bien, c'est notre réflexion, c'est nos pensées, c'est nos choix, nos comportements et notre réalité. Ouais.
Ah, j'ai une petite question pour un truc que tu as expliqué tout à l'heure. Alors, c'est clair dans ma tête, à voir comment ça ressort. On est un peu la somme de toutes nos expériences, de ce qu'on a vécu, ce genre de choses, et aussi de ce qu'ont vécu par exemple nos parents, vu qu'on est la somme aussi des différentes âmes ou expériences qu'il y a eu avant. Ouais. Et que parfois, il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas. On peut vivre. Comment on peut savoir, du coup, quand on vit quelque chose, est-ce que c'est à moi ou est-ce que peut-être. Bah, généralement, lorsqu'on est face à une peur et qu'on est en état de relaxation, d'accord, en état sophronique ou en état d'hypnose, si ça nous appartient, on a des images qui arrivent. Ça nous relie en fait à des événements passés. Il y a des cas où il n'y a rien qui vient, où c'est tout noir, où c'est tout flou, où c'est tout. Donc, la plupart du temps, quand c'est lié à nos expériences passées, on a des souvenirs qui arrivent en même temps, à condition d'avoir ouvert les zones du cerveau qui sont faites pour ça. D'où l'état sophronique ou l'état d'hypnose qui est intéressant pour ça. Lorsque j'utilise de moins en moins cette technique, mais la technique de l'enfant intérieur, on met la personne dans un état de relaxation avancé, on va dire, ça peut aller très vite, et on lui demande de revivre le sentiment qu'elle est en train de vivre dans l'expérience douloureuse qu'elle est en train de traverser, et de laisser émerger les images de son passé, comme si elle feuilletait un album de son passé. Et le cerveau, il va chercher, il est très bien fait, il ouvre les tiroirs. Et à ce moment-là, la première image qui vient, c'est celle qui est en lien, la résurgence en fait. Notre expérience présente est la résurgence de cette image passée, de ce traumatisme passé. Et à partir de là, on travaille là-dessus. C'est comme ça qu'on soigne une blessure psychique, c'est-à-dire qu'on vient réconforter l'enfant, la plupart du temps, qui a vécu ce traumatisme. On ne change pas le passé, on change la perception du passé. D'accord? Et pour répondre à ta question, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a rien, si c'est irrationnel, on peut se dire que ça peut être une mémoire transgénérationnelle. Tu allais dire quelque chose tout à l'heure? Non, sa remarque est très pertinente. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas un problème en fait. Que ce soit, c'est ça que je trouve intéressant avec ce concept de se laisser aller dans la baïne, c'est qu'il n'y a pas à rechercher l'endroit où on a vécu le traumatisme. J'aime bien, moi, définir à quel moment dans ma vie j'ai vécu quelque chose qui est resté bloqué, quoi. Mais c'est pas forcément nécessaire.